j'ai prévu de dire plein de choses qui vont venir en fait en complément avec ce qu'on a vu ce matin. Quelle heure est-il? Parce qu'il faut qu'on soit très précis. Super. Il est 10h44. Il est 10h44, d'accord. Donc tu as une vingtaine de minutes, 25 minutes. Alors allons-y. Ce que je vais essayer de faire maintenant, donc, c'est de vous donner la vision la plus précise possible sur l'exploitation des intelligences artificielles dans le domaine du marketing. On a parlé ce matin en keynote d'ouverture beaucoup de keynote, beaucoup de chatbots. C'est un petit peu dommage parce que les chatbots, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. On peut faire beaucoup de choses avec le machine learning, le deep learning en termes de marketing. C'est dommage que le débat se concentre là-dessus. Donc ce qu'on va essayer de faire ce matin, c'est de rétro-pédaler, c'est d'essayer de comprendre ce que sont les intelligences artificielles, comment est-ce qu'on les exploite, dans quel domaine d'exploitation est-ce qu'elles sont performantes, dans quel cas est-ce qu'elles ne sont pas performantes, et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec les intelligences artificielles. Chose intéressante, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est quand même quelque part en train de vivre aujourd'hui un basculement de société. Vraiment, ce n'est pas du pipeau, il est réellement en train de se passer quelque chose. L'accélération de l'innovation autour de la technologie, elle va avoir un gros impact. Aujourd'hui, le plus caractéristique de ça, c'est par exemple les victoires qu'on a vues dans des jeux d'échecs ou de jeux de Go. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment fondamental dans, en gros, ce que la machine est capable de faire et dans la façon dont nous, on est capable de le percevoir. Le problème, c'est que tout ça, ça nous fait peur. Ça nous fait peur et on a un traitement médiatique de l'intelligence artificielle qui insiste beaucoup sur le côté peur et sur le côté les machines vont vous prendre notre boulot et ainsi de suite. Rassurez-vous, ça ne sera pas le cas. Je vous rappelle pour mémoire qu'il y a 20 ou 30 ans, quand les tableurs sont apparus, Excel, on nous disait « Ah, mais les comptables vont disparaître, tout va être automatisé et ainsi de suite ». Ça ne s'est pas produit. Avec l'intelligence artificielle, ça va être la même chose. Partez du principe que ce n'est ni plus ni moins que des outils informatiques, d'accord ? Donc ça va être là pour nous aider dans notre quotidien, ça va nous aider à travailler plus vite, ça va nous aider à travailler un petit peu mieux, mais en aucun cas ça va nous prendre notre travail. En tout cas pas dans les 10 prochaines années. Après, au-delà, on ne sait pas. Mais en tout cas pour les 10 prochaines années, soyez rassurés. Quand on parle d'intelligence artificielle, immanquablement, ce qu'on a en tête aujourd'hui, c'est surtout beaucoup de cacophonie, d'accord ? Tout le monde parle à tort et à travers du sujet. On l'a vu encore ce matin, ils n'étaient pas d'accord sur ce que ça faisait. Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que ça va prendre nos boulots ? Est-ce que ça va pas prendre nos boulots ? Détendez-vous par rapport à ça. On ne va pas faire de projection aujourd'hui. On va surtout s'intéresser sur concrètement qu'est-ce qu'on peut en faire d'un point de vue marketing. Surtout, essayez de bien comprendre le fait que ça fait 20 ans que les intelligences artificielles existent. D'accord ? On les a notamment dans les disques vocaux. Si vous avez essayé à halluciner, c'est de l'intelligence artificielle. On les a également dans les jeux vidéo. Ça fait 20 ans qu'on les utilise et ça se passe à peu près bien. Donc, croyez-moi sur parole, c'est quelque chose que l'on maîtrise. Ce n'est pas une technologie qui est apparue l'an dernier dans la Silicon Valley. Non, ça fait 20 ou 30 ans qu'on les utilise. Tous les jours, vous utilisez une intelligence artificielle sans le savoir. Et jusqu'à preuve du contraire, ma foi, ça se passe bien. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un concept qui vise, une vue de l'esprit en fait, qui vise à simuler l'intelligence humaine. On peut dissocier l'intelligence artificielle en deux grandes catégories. Les intelligences artificielles faibles, donc celles qui sont conçues pour faire des tâches simples et précises. C'est le cas notamment de TensorFlow, donc l'algorithme de Google qui permet de faire de la reconnaissance d'images. C'est un algorithme qui est extrêmement puissant pour faire de la reconnaissance d'images. Par contre, il ne sait rien faire d'autre. C'est en ça que l'intelligence artificielle, elle est faible. On a également les intelligences artificielles fortes, celles qui sont censées faire tout et n'importe quoi. C'est notamment ce qu'essaie de nous faire croire IBM avec son Watson. Non, c'est faux, ça n'existe pas. Watson, en fait, c'est un empilement d'intelligence artificielle faible. Mais l'IA forte, celle qui est censée se substituer au cerveau humain, ça n'existe pas. Ça n'existera pas dans les 10 prochaines années. On n'est même pas sûr que ça existe dans les 50 prochaines années. Donc encore une fois, tranquillisez-vous par rapport à ça. On est en terrain connu. On sait aujourd'hui exploiter tout ça dans de bonnes conditions. Plutôt que de parler d'intelligence artificielle, moi je préfère parler d'intelligence augmentée.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on va décupler les capacités humaines avec des machines. Donc, ça peut être une calculatrice, ça peut être un petit gadget GPS, ça peut être les PDA comme les Palm Pilot, parce qu'on ne peut pas se souvenir de tous les numéros de téléphone, de tous nos contacts. Aujourd'hui, c'est le smartphone. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on vit au quotidien, de l'intelligence augmentée, c'est-à-dire des êtres humains dont les facultés intellectuelles sont augmentées par des machines et par des algorithmes. Après ça, on a effectivement des choses un petit peu plus pointues, comme le machine learning. Le machine learning, qu'est-ce que c'est? C'est une branche de l'intelligence artificielle. Ce sont des algorithmes qui ont la capacité d'apprendre. Ils n'apprennent pas tout seuls, d'accord? Il y a plusieurs façons de simuler l'apprentissage. On parle d'apprentissage supervisé, notamment pour des tâches bien définies. On parle d'apprentissage non supervisé, éventuellement quand on a des données en vrac. On parle également d'apprentissage renforcé, donc de pouvoir dupliquer un apprentissage sur d'autres jeux de données. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est à ça qu'on fait référence, au machine learning. C'est la discipline qui est la plus en vie. Sachez qu'il existe pas forcément un, mais une dizaine d'algorithmes de machine learning. Là, j'en ai mis 4, c'est les plus connus, mais il y en a un certain nombre d'autres. Dans l'absolu, on ne vous demandera jamais de choisir parmi ces algorithmes-là, parce que c'est réservé aux spécialistes. Et puis en plus, dans les faits, généralement, on les cumule, donc on en utilise plusieurs pour obtenir un consensus. Et puis dans tous les cas de figure, ça c'est la tambouille interne des éditeurs de solutions. Voilà, vous ne serez pas amené à choisir parmi ces algorithmes-là, rassurez-vous, c'est simplement pour vous fournir un petit peu de vocabulaire. On nous parle de machine learning, on nous parle également de deep learning. Le deep learning, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de faire du machine learning, donc c'est une façon de faire de l'apprentissage non supervisé. Non supervisé, ça veut dire qu'on va laisser le soin à la machine d'apprendre par elle-même à partir d'un jeu de données de grande quantité. Ça, c'est intéressant, par exemple, quand on couple ça avec de la big data. C'est intéressant également quand on a beaucoup de données en vrac. Par exemple, la reconnaissance naturelle du langage ou la reconnaissance visuelle. C'est là où le deep learning il est vraiment performant. C'est que ça nous permet d'être beaucoup plus rapide, de pouvoir identifier des modèles, les fameux patterns, ou de pouvoir identifier des insights, donc des observations clés, dans des grands jeux de données. Ce matin, on nous a donné l'exemple, par exemple, de ce cabinet, cette intelligence artificielle qui a fait le travail en une seconde, qui a fait le travail de l'équivalent de 3600 heures de travail par des avocats. Simplement, on fournit à la machine de la jurisprudence et elle va identifier les bons documents, les plus pertinents en fonction d'un contexte. Donc c'est en ça que le deep learning il est vraiment performant, c'est qu'on va pouvoir traiter beaucoup plus de données en beaucoup moins de temps. Dans ce cas de figure précis. D'accord ? Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle? Dans quel domaine sectoriel est-ce qu'on peut les employer? Potentiellement n'importe lequel. D'accord? Dans la médecine, dans les métiers juridiques, dans le support client, dans l'hôtellerie, dans l'assurance, dans la banque. En fait, on l'utilise un petit peu partout. Voire, ça fait des années qu'on l'utilise. Ce matin, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le monsieur de Air France disait « mais nous, ça fait des années qu'on fait du yield management, qu'on utilise l'intelligence artificielle. » Donc, encore une fois, ça existe depuis de nombreuses années, simplement, on n'en parlait pas autant. Quelques exemples concrets de aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez tester en termes d'intelligence artificielle? Ici, par exemple, HRN-Block, qui est un service en ligne aux États-Unis qui vous sert à optimiser votre assiette fiscale. Vous décrivez en gros vos revenus, ce que vous possédez, et l'IA va trouver pour vous, essayer d'identifier des niches fiscales pour pouvoir vous faire payer moins d'impôts. Facile, simple et efficace. On a également Google avec H&M qui a conçu donc des vêtements qui sont censés correspondre au plus grand nombre, donc à la fois en termes de morphologie mais en termes de goût. On a également des algorithmes de reconnaissance d'images qui sont accessibles librement, donc il y a des API qui existent. Vous pouvez, si vous avez besoin de classer des images, vous appuyer sur les algorithmes de Google. On s'en sert également pour faire de la traduction ou de la synthèse vocale. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, encore une fois, elle a pignon sur rue, vous pouvez l'exploiter très simplement. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui? Parce qu'il y a une combinaison de plusieurs facteurs. D'une part, on a des algorithmes qui ont beaucoup progressé.
D'autre part, on a des jeux de données qui sont plus grands et qui sont plus facilement accessibles. On a également de la puissance de calcul à foison et pas chère. Donc voilà, si vous combinez tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, on a vraiment un terreau qui est beaucoup plus fertile pour l'intelligence artificielle. On parlait avant de l'hiver de l'intelligence artificielle, c'est parce que dans les années 90, la discipline était en perte de vitesse. On parle aujourd'hui du printemps de l'intelligence artificielle, c'est parce qu'en cumulant tous ces critères, on arrive à quelque chose d'exponentiel. Vraiment, aujourd'hui, tout le monde s'excite autour de ça, parce que toutes les conditions sont réunies. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne une intelligence artificielle ? On va s'en donner une explication un petit peu pointue qui va durer 2 minutes, mais qui est essentielle pour que vous compreniez bien les limites de l'intelligence artificielle et dans quel cas de figure c'est intéressant et ça n'est pas intéressant. Concrètement, on part de données brutes, des données qu'on va essayer de structurer, d'accord ? De cette structure, on va extraire des caractéristiques qui seront utilisées par la machine pour pouvoir classer ces données. C'est ce qu'on appelle un modèle de classification. Modèle de classification qui sera contrôlé avec un échantillon. Et après ça, si le contrôle est effectif, on va demander à la machine de classer toutes les données. Donc ça ne se fait pas n'importe comment. On a une première phase de structuration des données, puis d'extraction des caractéristiques. Ça, c'est comme ça que fonctionne le machine learning. Avec le deep learning, on prend un raccourci. Ça veut dire qu'on part des données brutes, on laisse la machine se constituer son propre modèle de traitement, sur lequel on ne va pas avoir trop de vues, et on va la laisser classer en fait, les données. Ce n'est pas forcément mieux ou moins bien, tout dépend en fait des données que vous avez en votre possession. Ici, je vous ai fait un tableau rapide des avantages et des inconvénients. Dans l'absolu, on n'est pas censé comparer machine learning et deep learning, parce que le deep learning, c'est un sous-ensemble du machine learning. Il n'empêche qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux approches. Avec le machine learning, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut maîtriser le modèle de classification. Donc on peut explicitement dire à la machine, voilà comment tu dois classer les données, dans quel segment tu dois ranger les clients. Donc on peut le contrôler et on peut ajuster. Par contre, il faut des données structurées et il faut avoir à disposition un expert qui va pouvoir identifier les caractéristiques et qui va pouvoir les peaufiner. A contrario, avec le deep learning, on a une machine qui va travailler toute seule, donc qui va se faire elle-même son propre modèle de classement. On n'a pas besoin de faire tout ce travail de classement des données. Par contre, la contrepartie, c'est qu'on n'aura pas la main sur le modèle de traitement et qu'on ne pourra pas ajuster tout ça. Donc, comme vous l'avez compris, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. Tout dépend en fait de la donnée que vous avez à votre disposition. Et ça, c'est la clé, mais on y reviendra tout à l'heure. Aujourd'hui, en marketing, comment est-ce qu'on exploite les intelligences artificielles? On va dire, grosso modo, qu'il y a 3 grands domaines d'application. Ce qu'on appelle la classification, ça veut dire que je prends une base client et je vais répartir les clients dans des segments existants sur la base de caractéristiques qui peuvent être le panier moyen, qui peuvent être l'âge, le sexe, la localisation, la récurrence des achats. On peut faire également du clustering, donc là on va demander à la machine de créer des segments ou des micro-segments qui n'existaient pas avant. Donc ici on les classe dans des segments existants, ici on laisse la machine travailler. On peut faire également de la régression, donc à partir de données probabilistes, on peut essayer d'anticiper soit un chiffre d'affaires, soit un taux de clic, soit un taux d'engagement. Donc ça grosso modo c'est les 3 domaines qui nous intéressent dans le marketing ou dans la publicité. Donc au final, est-ce que les intelligences artificielles, elles vont nous piquer nos boulots et elles vont remplacer les marketeurs ou les communicants? Non, on n'y est pas encore. Si vous regardez ici toutes les étapes qui sont nécessaires à la mise en œuvre d'une campagne de publicité en ligne, éventuellement l'intelligence artificielle, elle va nous aider à améliorer le ciblage, elle va nous aider à optimiser les créas, elle va nous aider éventuellement à optimiser les enchères ou à mieux calculer l'attribution. Voilà. Par contre, on a quand même tout un tas d'étapes où la machine ne pourra pas se substituer à l'homme. Ça n'est pas vrai. Donc l'humain, il doit toujours être présent.
Donc non, les intelligences artificielles ne vont pas piquer le boulot des publicitaires. Les publicitaires ne sont pas des abrutis, ils ont un métier, ils ont un savoir-faire. Okay. Alors, si on l'applique, ce qu'on a vu, donc les domaines d'application, la classification, le clustering, les régressions au marketing, qu'est-ce qu'on peut bien demander aux machines de faire pour nous? Bah, ma foi, elles peuvent faire pas mal de choses quand même. Hein. Elles peuvent créer des micro-segments à partir de l'analyse de parcours client. Elles peuvent faire de la personnalisation de messages ou de bannières publicitaires. Elles peuvent générer des contenus. Elles peuvent piloter des campagnes. Elles peuvent faire de l'écoute de conversation ou de l'analyse de conversation. Elles peuvent faire de l'analyse prédictive. Elles peuvent faire de l'évaluation des contributions et ainsi de suite. Donc ce matin, on nous a dit une intelligence artificielle, dans le cadre du marketing, éventuellement on peut recommander un produit, peut-être qu'on va rater une vente, mais on aura gagné un peu de confiance. Et confiance. Non, 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 moi je parle de choses très très précises. Ça, tous les domaines d'application qui sont ici, ce sont des solutions qui existent depuis plusieurs années. Vous pouvez les utiliser dès maintenant et elles vous donneront des résultats. D'accord? Ce n'est pas de la projection, on n'est pas en train de dire qu'est-ce que dans 10 ans on va pouvoir faire. Non, non, ça c'est ce qu'on peut faire déjà depuis plusieurs années. Exemple, avec quatre solutions. La première c'est GumGum. GumGum en fait c'est une société qui vous aide à faire du placement publicitaire. Donc elle va vous aider à mieux cibler les emplacements où vous allez placer vos messages publicitaires, non pas en fonction du profil des internautes, mais en fonction du contexte. Si c'est un article sur Star Wars, on va nous proposer des places pour le dernier Star Wars. Si c'est un article sur la course, on va nous proposer des chaussures de course. Voilà. Donc, on fait du ciblage contextuel, non pas en fonction du profil de l'internaute, mais en gros du contexte visuel. On a des solutions comme Sentient Ascend qui nous permettent de faire des tests multivariables. Un être humain normalement constitué, il y a à peu près une dizaine de critères qu'il peut prendre en compte dans un test AB ou un test multivariable. Au-delà, ça commence à être vraiment compliqué pour lui, il n'aura matériellement pas le temps de le faire. Une machine, elle peut en prendre en compte des centaines. Elle, ça ne la dérange pas, elle travaille jour et nuit. Donc simplement, vous allez fournir une fiche produit ou une page d'accueil ou une page catégorie. Vous allez fournir des alternatives, donc de typos, de couleurs, de boutons, d'images. Et la machine va combiner tout ça pour vous sortir la meilleure création possible. On a également des solutions comme Target to Sell. Target to Sell, eux, ils personnalisent des pages de résultats. Donc soit des pages catégories, soit les pages de résultats de recherche. Tout simplement, on va activer des clés de tri ou des filtres en fonction de ce qui va potentiellement plus plaire à l'internaute en fonction de son profil. Donc si on a un internaute qui est très sensible au prix, on va classer les produits du moins cher au plus cher. S'il est très sensible à la recommandation, on va placer en tête de liste les produits qui ont les meilleurs avis. Voilà, tout simplement. C'est tout bête, mais ça fonctionne. On a aussi des outils comme Phrasee, par exemple, qui fait de l'analyse d'impact sur, en gros, les termes que vous allez utiliser dans vos accroches d'email marketing. Donc vous soumettez l'objet d'un email et la machine va vous dire peut-être mieux utiliser ce terme-là par rapport à celui-là, et voilà. Donc, encore une fois, c'est du très pragmatique, c'est du très concret, et surtout, ça génère des résultats qui sont réellement probants. Ici, on a deux exemples. Cosabella, qui est une marque de lingerie italienne, eux disent que l'an dernier, en mettant en œuvre notamment des solutions d'optimisation d'achat d'espace et des créations, ils sont arrivés à faire presque plus de 40% de taux de conversion. Plus 40%, c'est énorme. C'est énorme. Les Galeries Lafayette, en exploitant notamment les solutions de Target to Sell, éditeur français, c'est important, eux disent qu'ils ont réussi à augmenter le chiffre d'affaires de plus 18%. Plus 18% de chiffre d'affaires, qui dit mieux? Si ça, c'est pas du concret, les Américains disent « show me the money », voilà où est l'argent. Tout simplement en optimisant les listes de résultats de recherche ou les pages catégories. C'est épatant. Donc du coup, forcément, quand on a des premiers résultats comme ça, tout le monde veut s'y mettre.
Effectivement, si on voit les derniers sondages qui sont parus, on a presque 9 marketeurs sur 10 qui disent « Ah ouais, moi je veux en faire de l'intelligence artificielle, moi aussi je veux en croquer ». Soit, effectivement. Il y a aujourd'hui un secteur qui est en train de se structurer. Ça, c'est le panorama des solutions d'intelligence artificielle appliquées au marketing. Je ne vais pas vous le détailler parce qu'il me faudrait un petit peu plus de temps. J'ai publié un article là-dessus la semaine dernière. Faites une recherche dans Google et vous trouverez les explications sur ce panorama. Tout ce que vous devez savoir, encore une fois, c'est que l'intelligence artificielle, donc machine learning et deep learning appliqués au marketing, c'est quelque chose de concret, d'accord? On n'est pas en train de dire dans 5 ans on va arriver à faire des trucs. Non, c'est même pas aujourd'hui, c'était hier, d'accord? En 2016, en 2015, on avait déjà des expérimentations qui fonctionnaient très très bien. Il y a un marché qui se structure, il y a des éditeurs avec des solutions qui sont tout à fait concrètes et que vous pouvez exploiter. Après ça, il y a pas mal d'enjeux ou de difficultés que vous allez devoir surmonter. La première, c'est qu'il faut beaucoup de données et qu'on ne les a pas forcément. Soit elles n'existent pas, soit elles existent, mais elles sont dans des bases auxquelles on n'a pas forcément accès, on ne les a pas forcément regroupées, donc ce n'est pas si simple. La deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui sont très puissantes, mais qui n'agissent que dans une petite partie de votre marketing. Donc soit l'optimisation d'achat, soit l'optimisation des créas, soit le ciblage, et ainsi de suite. Donc en règle générale, vous allez devoir cumuler des solutions. Et c'est là où ça se complique, c'est que ça demande du temps et de l'argent. On va avoir aussi des soucis avec tout ce qui est monté en compétence sur le paramétrage et l'optimisation des solutions. De façon contre-intuitive, parfois, on perd plus de temps à intégrer des solutions et à les paramétrer. En gros, le bénéfice, il est grignoté par le temps de paramétrage et d'intégration des solutions. Donc ça, il faut pouvoir l'anticiper. Et accessoirement, on a également des gros éditeurs aujourd'hui qui font beaucoup de bruit autour de l'intelligence artificielle. Ça a créé de la cacophonie, c'est relou parce qu'on ne sait plus trop discerner qui est sérieux, qui ne l'est pas, et encore une fois, ça c'est du temps. C'est du temps qu'il va falloir prendre. Je vais conclure là-dessus. Donc si vous êtes convaincu de l'intérêt de l'intelligence artificielle dans un domaine d'application, donc marketing ou publicitaire, et j'espère vous avoir convaincu, il y a plusieurs choses que vous allez devoir faire. La première, déjà, c'est d'amasser des données. Encore une fois, la machine ne peut pas travailler sans données, d'accord? Des données brutes ou des données structurées. Méfiez-vous, en mai 2018, on a la GDPR qui arrive. Et après la GDPR, il y aura l'IPR qui arrive également en mai 2018. Donc ça va être beaucoup plus compliqué de collecter et de stocker, d'exploiter des données par la suite. Il faut commencer maintenant avant que ça soit trop rigoureux. Je vous conseille également de cultiver une culture data auprès de vos collègues et de vos patrons. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un cap psychologique qui est extrêmement grand à franchir, de donner les clés à une machine. Donc de dire, bah ok, je confie en gros le pilotage de ma campagne ou la mise en page de mes landing pages à une machine. Ça, c'est quelque chose qui ne met pas à l'aise. Beaucoup de décideurs, donc les personnes qui sont en haut de la pyramide décisionnelle, ne sont pas prêts à franchir ce pas. Il va falloir faire un petit peu de travail auprès de ces gens-là pour leur démontrer qu'il y a un vrai retour sur investissement et que c'est important de le faire. Je vous conseille également de commencer par des petits projets pilotes, les fameux quick wins, pour arriver à avoir l'adhésion, en gros, de votre direction et de vos collègues. Sinon, vous allez passer pour des hurluberlus, des charlatans. Encore une fois, allez voir le panorama des solutions que j'ai fait. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ont pignon sur rue avec lesquels vous pouvez travailler rapidement et essayer d'obtenir des premières victoires. Premières victoires qui vont vous servir à convaincre votre direction et à lever des verrous psychologiques. Ensuite, ce qui serait intéressant également, plutôt que de vous lancer tête baissée, c'est de comprendre où sont aujourd'hui vos faiblesses. Est-ce que c'est au niveau de la visibilité, de la transformation, de la satisfaction, du coût d'achat? Donc ça serait intéressant de faire un travail d'introspection pour savoir quels sont les domaines les plus intéressants pour vous à améliorer et de choisir une solution en fonction de ça. Et enfin,
Essayez d'impliquer vos équipes, donc ce n'est pas la peine de recruter des nouvelles personnes, essayez de travailler avec les personnes que vous avez déjà, essayez de les sensibiliser au sujet et essayez surtout de les mobiliser, notamment pour faire ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les fameuses extractions de caractéristiques, notamment pour qu'elles vous aident à collecter plus de données, notamment pour qu'on ait, on va dire, un terreau fertile au niveau de votre entreprise. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Il y a un travail important à faire, mais en tout cas, je vous promets que ça va être très intéressant et qu'on va s'amuser. Merci. Merci à toi, Frédéric. Du coup, on va continuer avec la prochaine conférence. Donc, j'invite toutes les personnes qui ont des questions sur l'intelligence artificielle. J'imagine qu'il y a pas mal de questions autour de ça. Voilà. non, je serai juste dehors, vous pouvez me dire me voir. Tu es aussi très connecté, donc on peut te retrouver sur Twitter facilement.